Bonsoir à tous, merci de nous retrouver en cette fin de soirée sur Al24 News et un nouveau numéro de Réal Politique. Et je serai toujours en compagnie de professeur Mohamed Berkouk. Bonsoir. Bonsoir madame. Toujours dans la série de la géopolitique des puissances, nous allons peut-être approfondir l'analyse ce soir et parler précisément de la puissance des États-Unis, son ascension, ses perspectives également, professeur, dans un contexte nouveau, on le sait, où la carte du monde est en train de changer avec l'émergence de nouvelles puissances, une nouvelle reconfiguration du monde. D'abord, quels sont les contours ou les aspects de la puissance US? Il faut dire déjà que la création des États-Unis était basée sur un consensus, le consensus de Mayflower, qui veut dire, de Mayfair, pardon, qui veut dire essentiellement la création d'une entité à vision stratégique. C'était un consensus bien avant la création des États-Unis en 1776. C'est un État qui a pu créer les conditions de cette prééminence stratégique déjà à partir de 1823 par la doctrine de Monroe concernant l'hémisphère occidental. On a vu avec l'intégration des États-Unis à partir du mois d'avril 1917 dans la Première Guerre mondiale, cette volonté de sortir de cette isolation stratégique vers plutôt une approche d'expansion stratégique. Aussi, son intégration dans la logique de la Deuxième Guerre mondiale à partir de 1941-42, notamment après les attaques japonaises contre le port de Pearl Harbor, a créé une nouvelle vision, une nouvelle volonté, c'est de devenir une puissance essentielle de ce monde. Ce qui a été fait notamment dans un cadre consensuel, donc les partis en conflit, les alliés à partir de 1944, les fameux sommets de Téhéran, mais aussi celui de Yalta, de Riga, qui ont créé les conditions pour un monde nouveau, créé sur des consensus multilatéraux, dans un cadre plus tard nommé le système des Nations Unies. On a vu cette volonté de devenir une superpuissance mondiale, donc à partir de 1945, notamment avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale le 8 mai 1945, les attaques nucléaires contre le Japon au mois d'août 1945, ce qui a créé cette superpuissance américaine autour d'un certain nombre de dimensions de la puissance, j'y reviendrai, mais surtout autour de ce leadership du monde occidental, ce qui est toujours le cas. Donc une superpuissance qui a duré pendant 45 ans, mais avec la fin du bloc socialiste, en novembre 1989, la fin de l'Union soviétique, le 25 décembre 1991, avait créé cette illusion unipolaire, l'hyperpuissance américaine, dont avait parlé Hubert Védrine. L'hyperpuissance veut dire essentiellement hégémon, un monde sous la domination américaine, qui n'était qu'une illusion, mais les États-Unis aujourd'hui possèdent des prééminences stratégiques sur les 7 dimensions de la puissance dont on a parlé la semaine passée, soit sur le plan militaire, pratiquement 40% des dépenses militaires sont américaines, avec un budget de 2022 de 770 milliards de dollars, comparé à celui de la Chine de 230 et celui de la Russie, troisième, avec 150. Mais aussi, il faut dire qu'il y a une supériorité technologique, notamment en matière d'investissement dans la recherche et le développement. C'est 25% de tout ce qui est dépensé dans ce domaine à l'échelle mondiale, avec 496 milliards de dollars d'investissement en matière de recherche et développement, notamment par le Pentagone, mais aussi par des compagnies. Dans ce domaine aussi, le domaine technologique, avec 5 compagnies, ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, c'est 9100 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est l'équivalent pratiquement de 9000 ans, de 90 siècles, de ce budget de défense des 5 pays du Sahel. Ce qui veut dire qu'il y a véritablement une suprématie en matière technologique, mais il faut dire aussi qu'il y a cette montée soutenue de la Chine, avec une croissance soutenue de 18% depuis l'an 2000. Aujourd'hui, ils sont à pratiquement 21% des dépenses mondiales en matière technologique, mais il faut dire aussi que le troisième volet, c'est la culture, c'est cette Amérique qui a pu créer et proliférer les goûts, mais aussi les attitudes et les théories, les concepts,
Donc c'est la création des élites par rapport à un système de valeurs, mais aussi un système de normes, et la création d'attitudes généralement semblables, comparables à celles des États-Unis. Il y a lieu de souligner également, professeur, que cette puissance a été bâtie après des siècles de prospective, d'études et d'analyse stratégique de la part des États-Unis. Absolument. C'est une, comme j'ai déjà parlé de ce Mayfair, de constitution du Mayfair. Le Mayfair, c'était un bateau qui avait transporté un certain nombre de groupes de personnes, des hommes de religion, mais aussi des aventuriers et des hommes d'affaires. Donc c'est ce concept de créer une puissance avec des projections, soit d'influence ou de puissance, mais aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, depuis 1923, c'est cette volonté de dominer. Oui. Dominer une sphère, donc c'est les sphères occidentales justement pour éliminer toutes actions européennes dans cette sphère. 1923, c'était par rapport à l'Espagne, mais plus tard en Louisiane, c'était par rapport à la France et aux Britanniques notamment. Mais on a vu, à partir de 1904, c'est cette volonté d'imposer des choix. 1904, la doctrine de Taft, d'imposer des choix, d'imposer des volontés, non pas par le dialogue, mais plutôt par la guerre. On l'a vu plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était cette volonté de se projeter militairement à travers le monde. Oui, à travers des bases militaires. À partir des bases, il y a plus de 750 bases militaires à l'échelle mondiale, avec 7 flottes et avec 11 porte-avions à travers le monde. Ce qui fait qu'il y a cette volonté aussi de préserver et les intérêts, mais aussi le sens de domination que les États-Unis veulent toujours préserver. Il faut dire, madame, aussi que cette perspective est une perspective institutionnalisée. Oui. Je parle toujours de ce besoin dans nos pays comme l'Algérie, par exemple, de développer les études prospectives, mais aussi de développer la réflexion stratégique. Oui, aux États-Unis, il y a 1912 think tanks qui sont associés aux prises de décision. Quand je vous donne un exemple, les rapports produits par le NIC, National Intelligence Council, Conseil des renseignements américains, il associe à la fois les centres de recherche, mais aussi des centres de recherche universitaires, mais aussi des institutions qui sont à caractère, entre guillemets, indépendant. Il n'y a pas d'indépendance en matière de prospective, on a toujours associé d'une manière ou d'une autre aux volontés des États. Mais il faut dire que dans cette prospective, il y a toujours cette volonté, non pas de se focaliser sur les éléments de puissance, mais plutôt sur les vulnérabilités et les faiblesses. Je vous cite un exemple par rapport à une analyse comparative de la puissance américaine, par rapport à la Russie notamment et la Chine. Cette étude de la Heritage Foundation avait pratiquement soulevé le besoin de développer davantage la puissance spatiale, donc en matière militaire, oui, mais aussi de soutenir cette domination en matière du cyberespace, par exemple, vu que face aux GAFAM, il y a aussi les Chinois qui développent leur propre compagnie, ce qu'ils appellent les BATX, les Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, justement pour essayer de développer cet élément de la puissance. Donc il y a cette prise en compte de l'évolution des concurrents ou des adversaires, là c'est exemple, oui, mais aussi de soutenir cette prééminence en matière militaire notamment et technologique. Alors les États-Unis ont, vous l'avez dit, réussi à forger un ordre mondial libéral, on a compris. Donc les États-Unis, c'est une puissance qui a, je suppose, ses failles également, professeur. À quel moment on a commencé à voir les failles de cette puissance américaine? Il faut dire que Madame que donc en matière d'analyse stratégique, les failles ne sont pas conjoncturelles. C'est des failles qui se construisent, qui sont aussi, disons, identifiées et même des fois corrigées, d'autres fois exploitées par les adversaires et les concurrents. Mais il faut dire que cette conscience stratégique américaine, oui, qui domine pratiquement toutes les réflexions et toutes les théories, toutes les méthodes d'analyse, a aussi cette volonté d'identifier les éléments clés de leur puissance. À vous donner l'exemple de Brzezinski, qui est un éminent stratège,
qui est mort il y a quelques années, avait identifié 4 dimensions de la puissance qui donnent cette prééminence stratégique aux États-Unis. En commençant par l'armée, plus de 40% des dépenses sont américaines, oui. Mais aussi le volet technologique, avec ces 496 milliards de dépenses en matière de recherche et développement technologique, mais aussi cette capacité à développer des réseaux diplomatiques de soutien aux positions. Oui. On l'a vu cette année, après les opérations spéciales russes en Ukraine, oui. Les États-Unis créaient un consensus, voire un nouveau bloc stratégique qui englobe à la fois l'OTAN avec 30 pays, 6 pays de l'Union européenne non membres de l'OTAN, et avec 4 pays contacts qui sont en Asie, de la Corée du Sud, le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais aussi créer d'autres relais de soutien à ce bloc de 40 pays. Donc cette capacité, les États-Unis aussi qui dominent un certain nombre de forats à l'échelle mondiale. On a vu la création, par exemple, on a vu un sommet il y a quelques semaines, le sommet donc, pour la zone Asie-Pacifique, oui. Justement pour essayer de contrecarrer la montée de la Chine, qui a aussi créé sa propre dynamique multilatérale. Avoir le G20, avoir le G7, mais aussi utiliser, exploiter la présence de 3 pays occidentaux au niveau du Conseil de sécurité. Et le 4e point, le point aussi qui est important à soulever, c'est la finance. Donc la machine, la planche à billets, oui. le dollar qui est devenu une monnaie mondialisante à partir de 1971, quand la parité avec l'or a été pratiquement annulée par Nixon. Aujourd'hui, il y a ces volontés de résister à sa domination, on parle de dédollarisation, mais c'est une dynamique qui risque de prendre beaucoup de temps. Donc on est toujours dans ces 4 dimensions de la puissance, financière, culturelle, technologique et militaire. Les vulnérabilités, certes, sont liées à la fois aux conjonctures internes des États-Unis, les priorités. Aujourd'hui, on voit la priorité, c'est de préserver à la fois ces budgets colossaux en matière militaire et de recherche, mais surtout d'essayer de mobiliser d'autres ressources pour la reconstruction, entre guillemets, de l'infrastructure aux États-Unis, d'autres priorités. Mais on voit avec le retour à la conflictualité à l'échelle mondiale, avec la Russie, et l'émergence de la Chine comme un concurrent sérieux, c'est le défi, c'est comment créer un équilibre entre les besoins internes et les besoins de projection de la puissance. Premier point où les vulnérabilités et les faiblesses pourraient émerger et être identifiées. Deuxième point, c'est le problème de consensus. À l'échelle internationale, aux États-Unis en premier lieu, il y a toujours cette volonté de créer des consensus stratégiques autour des priorités des États. Et j'estime que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une révision du choix d'Obama de 2012 par rapport à ce pivoting vers l'Ouest, vers l'Est plutôt, vers l'Orient. Oui. Aujourd'hui, c'est la création de 2 pivots, Europe et Asie-Pacifique, ce qui rendrait à la fois ces 2 projections difficiles à se tenir sur le long terme, parce qu'on est en train de créer un adversaire, et potentiellement notre adversaire, la Russie et la Chine. Ce qui peut aussi montrer notre vulnérabilité. Le 3e point, c'est le point de l'émergence, et non pas le recul, l'émergence de la puissance économique chinoise, au dépend oui. de la puissance économique américaine, qui pourrait avoir aussi un impact, certes, sur la distribution justement de la puissance à l'échelle mondiale, mais aussi sur les priorités à l'intérieur des États-Unis, comment créer un équilibre entre cette volonté de préserver le statut de puissance économique et de préserver un statut de puissance à projection militaire. Justement, moi j'aimerais revenir sur le 2e point, le rapport de force entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on pourrait en parler, les États-Unis et l'Europe, professeur? D'abord, ce qui se passe actuellement dans la région de l'Asie-Pacifique, le redéploiement des États-Unis, l'intérêt croissant à cette région. Quelle est votre lecture ou votre analyse sur ce qui se passe actuellement dans cette zone, dans cette région du monde? Moi, j'ai eu le plaisir de travailler dans cette région pendant quelques temps. Oui. Donc, je connaissais bien la région Asie-Pacifique. C'est une région où les États-Unis ont toujours été un acteur
important sur le plan stratégique depuis pratiquement la Deuxième Guerre mondiale. Depuis cet accord avec le Japon, qui est en train pratiquement de créer des contraintes à la production d'une puissance militaire japonaise, nippone, mais aussi par rapport à l'accord de 1953 avec la Corée. Mais ces deux pays sont devenus et resteraient des puissances alliées. Il faut dire aussi qu'avec la Chine, il y a beaucoup de points de divergence, pour ne pas dire de conflictualité. Taïwan, donc Formose, il faut dire que c'était les Américains, suite à un certain nombre de démarches, notamment algériennes, en 1971, que la Chine populaire a pu récupérer son siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Donc, mais ce problème reste quand même un problème important. C'est une carte de pression américaine contre la Chine. D'où la création de cette alliance LAUKUS. LAUKUS fait partie essentiellement je reviendrai plus tard, mais qui fait partie de cette volonté aussi de fédérer les efforts des États-Unis, de l'Amérique et de l'Australie dans la région. On le voit aujourd'hui, depuis 1945, il y a aussi une forte présence américaine, donc des bases militaires, notamment aux Philippines et au Japon. On a vu en 2012 cette volonté de créer la plus grande base militaire américaine en Asie-Pacifique, donc c'est à Darwin. C'est une base militaire combinée. C'est le retour à la logique de l'ONUS qui a été développé en 1947, mais aussi cette volonté aussi de contenir la Chine dans un périmètre de stress stratégique, notamment par rapport à Taïwan, mais aussi par rapport à la mer de Chine de l'Est, donc notamment avec un conflit maritime avec les Philippines. Malgré qu'il y avait un arbitrage en faveur des Philippines, la Chine a refusé de reconnaître cet arrêt. Aujourd'hui, on voit la Chine créer des îlots artificiels à usage militaire dans cette région, ce qui crée aussi des conditions de conflictualité. On a vu hier, justement mardi, un problème en matière de refus d'accès à un navire militaire américain dans cette région. Donc il y a des points. Il y a une tension. Une tension. On a vu aujourd'hui à travers toute la région Asie-Pacifique, il y a ce retour de l'influence américaine. Il faut dire que les 7 tigres économiques ont été pratiquement aidés à émerger par les États-Unis pendant la guerre froide. Singapour, la Malaisie, Brunei, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, c'était par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a cette volonté aussi de créer des points d'accès, mais surtout des plateformes d'endiguement de la Chine. Ce qui est sûr, c'est que la Chine ne va pas rester coincée dans cette région. À lire le discours de Xi Jinping pendant le 20e congrès du Parti communiste chinois, cette volonté de revoir la doctrine militaire, c'est une doctrine de projection de puissance. On n'est plus dans cette logique de préservation de quelques gains stratégiques, mais c'est une volonté de se projeter. On a vu la création de bases militaires à partir de 2017, mais aussi cette volonté d'être plus, cette puissance être plus présente à l'échelle mondiale. À part des portes-avions, c'est le deuxième pays à avoir ces portes-avions. La Chine a pu dépasser et surpasser les États-Unis. Il y a cette volonté aussi d'émerger en tant que puissance nucléaire et balistique, même spatiale. Aujourd'hui, elle est en train de construire sa puissance cybernétique. Donc il y a tous les éléments pour cette émergence. Cette conflictualité avec la Chine, on est au début parce qu'il y a une puissance ascendante, très soutenue, avec une vision, mais aussi avec un échéancier, 2049, centenaire de la révolution chinoise, c'est le statut de l'hyperpuissance mondiale. Oui. Est-ce que les États-Unis parviendront justement, cette obsession de contenir la Chine, est-ce qu'ils vont parvenir à leur fin
au vu de ce qu'on voit actuellement. Parce que même les Américains ont une double crainte. La première crainte, c'est justement cette hyperpuissance chinoise à vision mondiale. Toute puissance multidimensionnelle a besoin de se projeter. Donc, c'est projeté aux dépens de la puissance actuelle. Oui. Toutes les études internationales sérieuses parlent d'une compétition stratégique qui est déjà en place, oui, dans notre région et en Afrique notamment, oui, mais aussi, et le deuxième point de crainte, c'est par rapport aux alliances autour de la Chine. Ce n'est pas seulement les BRICS, mais surtout ce duo axe Russie-Chine, oui, redéfini le 4 février passé par un partenaire stratégique sans limite. Sans limite veut dire essentiellement construire une alliance, oui, aux dépens des puissances actuelles, même contre la logique de cette puissance stratégique occidentale. Il faut lire Huntington en 1996, quand il parlait de l'Occident contre le reste. Ce reste, c'est aussi les pays et régions qui seraient des satellites autour justement de cette puissance chinoise. Ce n'est pas des alliances, c'est des satellites. Donc il faut dire que les pays satellites, donc aujourd'hui, il y a cette double crainte que les États-Unis essayent d'adresser par un certain nombre de choix, mais surtout un certain nombre d'actions. Oui. Un certain nombre d'actions, c'est comment endiguer cette Chine dans un contexte dit Asie-Pacifique, mais aussi comment briser la dynamique visant la construction de cette alliance qui pourrait être élargie par la Chine à la Russie. C'est le cas en Afrique, professeur, on le voit, donc les États-Unis, on va dire le continent africain, dans un contexte de compétition stratégique aussi, donc elle tente aussi de freiner cette présence russe et chinoise sur le continent. La comparaison est trop large. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la France et les États-Unis sont deux pays qui sont très présents en Afrique avec des bases militaires, juste dans notre région, dans notre périmètre géopolitique. Oui. Il y a 10 bases militaires permanentes et 4 bases militaires non permanentes des États-Unis. Il faut dire aussi que les Européens autour de la France sont aussi présents dans cette région, d'une manière officielle ou même opérationnelle. Il faut dire aussi qu'en Afrique, il y a le seul pays à avoir un commandement, c'est l'Africom. C'est les États-Unis. Mais aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, on a vu avec le discours du président français cette volonté de créer une nouvelle stratégie française pour l'Afrique qui ne serait pas très différente de celle des États-Unis qui a été lancée au mois de décembre 2019. Donc c'est justement endiguer ces projets chinois. Auparavant, c'était par l'économie, oui, mais aujourd'hui aussi par la présence militaire, notamment une base qui existe, 2 autres bases en construction, et des formations, mais surtout vandales. Mais le Conseil également. Voilà, la Russie aujourd'hui, qui est aussi vue comme étant un acteur qui nuirait aux intérêts de ces pays. Il y a une certaine focalisation et médiatisation des actions d'une compagnie privée à caractère militaire et sécuritaire, mais il faut ne pas oublier que ce type de compagnie était plutôt américain et européen. Aujourd'hui, on voit d'autres compagnies de type Wagner et autres, oui, qui sont en train d'exercer dans quelques États qui étaient essentiellement français. Oui. On parle de l'Afrique centrale, on parle du Mali par exemple, mais dans d'autres pays aussi, ce qui veut dire qu'il y a une véritable compétition stratégique dans ces régions. L'Afrique, qui possède aujourd'hui plus de 30% des réserves mondiales en matière de ressources naturelles stratégiques, va devenir de plus en plus un théâtre de confrontation de ces volontés. Pour toutes ces puissances. Professeur, il y a beaucoup d'aspects qu'on aimerait développer autour de la puissance américaine.
Moi, j'aimerais savoir, avec tout ce qui se passe actuellement, ces bouleversements géopolitiques, quel serait donc l'avenir de cette puissance américaine? Comment vous le voyez? Bon, toute puissance a un cycle historique. Donc il faut lire toutes ces productions scientifiques par rapport à la logique des puissances. Même un Américain, Kennedy, c'est Rise and Fall of Powers, avait déjà parlé de ça quelques années, sur justement cette logique. Les éléments accélérateurs de ce déclin en matière non pas seulement de puissance, mais de projection et de statut de puissance, c'est l'émergence de nouvelles puissances. Napoléon, quand il avait inauguré au début du XIXe siècle la première imprimerie au Caire, avait parlé de cette émergence par une phrase historique: quand la Chine s'éveillera, la terre tremblera. Donc aujourd'hui, la Chine est une puissance en émergence, une puissance qui deviendrait hyperpuissance selon la logique chinoise. Donc ce qui veut dire qu'on serait en face d'une puissance qui émerge et d'autres puissances qui deviennent de moins en moins plus importantes. Donc ce n'est pas un déclin dans un sens de disparition, ça va prendre beaucoup de temps, oui. Parce qu'on a vu dans l'histoire la fin des puissances européennes ne s'est pas conclue d'une manière très facile. On pourrait s'interroger sur les conséquences de ce. On parle de l'émergence de l'Union soviétique et des États-Unis en 1945, aux dépens des puissances historiques européennes, l'Angleterre, la Grande-Bretagne plutôt, et la France par exemple. Oui. Elles sont des puissances moyennes. Oui. Et sont des puissances importantes de par leur alliance dans un cadre stratégique qui est l'OTAN et sous le parapluie américain. Donc, ce n'est pas une disparition sur les 50, 60 ans en plus, oui. Mais cette puissance américaine cédera sa prééminence stratégique à une autre puissance en émergence soutenue, qui est la Chine. Merci professeur Mohamed Berkour, pour cette analyse. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Al24 News.